Bonjour, Maude Brevet, je suis responsable du département architecture d'entreprise chez Louis Dreyfus Compagnie. Bienvenue dans ce webinaire Marcus Evans dédié à l'architecture d'entreprise. Je vous propose de partager avec vous une démarche pragmatique permettant d'allier l'architecture d'entreprise et l'agilité. Donc déjà, pourquoi l'architecture d'entreprise? Quand on parle d'architecture d'entreprise, on pense d'abord urbanisation du système d'information, rationalisation du parc applicatif, connaissance et maîtrise du système d'information, depuis la couche métier jusqu'à la couche infra. Ce sont effectivement les bases et les fondamentaux de l'architecture d'entreprise, mais on va vraiment parler d'architecture d'entreprise à partir du moment où on va prendre en compte la stratégie business et on va vouloir construire les métiers de demain, l'IT de demain. Donc l'architecte d'entreprise va venir analyser ces challenges produits par ces nouvelles ambitions sur différents axes. Process, organisation, données, applications, technologie, tout ça en travaillant avec le business. On va venir transformer ces attentes métiers en exigences IT. Puis, on va venir modéliser une cible avec le business et construire la roadmap qui va permettre de passer donc de l'existant à la cible, aussi bien d'un point de vue IT que d'un point de vue business. Donc, une fois qu'on a posé tous ces éléments-là, il va falloir donc passer de la partie ambition business à la partie implémentation IT. Et c'est là que l'architecture, en fait, va venir identifier, décrire, également lancer des initiatives IT pour répondre à cette stratégie business. Et c'est à ce moment-là que rentre en jeu, en fait, l'innovation. En fait, quand on parle d'innovation, on ne parle pas d'invention. En fait, on parle vraiment d'innovation dans le contexte de l'entreprise. Donc, par exemple, si je prends l'intelligence artificielle, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe. Mais en fait, là où ça va amener de l'innovation, c'est par rapport au cadre de l'entreprise. Il va falloir trouver les bons cas d'usage pour amener de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, au fur et à mesure, en fait, on va transformer le système d'information. Et ce que l'architecte d'entreprise va amener en plus, c'est qu'il va également s'assurer qu'à aucun moment dans la transformation, on va venir enfreindre le modèle de valeur de l'entreprise. Donc, si je résume, pourquoi l'architecture d'entreprise? Donc, déjà, ça va être de pouvoir être capable de transformer le business et l'IT pour coller à cette stratégie d'entreprise, de fournir une cible et une roadmap qui va permettre donc de passer de l'existant à la cible, tout en analysant et en maîtrisant les impacts. Ça va être également de garantir une cohérence globale du système d'information de bout en bout, en mettant à la fois des vues d'ensemble à disposition, des vues détaillées et des interconnexions entre les couches métiers, fonctionnelles, applicatives et technologiques. Et en troisième point, en fait, c'est également le fait que l'architecture d'entreprise va venir structurer et maîtriser, permettre de maîtriser le système d'information tout en renforçant la modularité, l'extensibilité, le fait que le système soit flexible et scalable et qu'on puisse identifier ce qui est global spécifique et en même temps, en accroissant au fur et à mesure de la transformation, la maintenabilité du système. Maintenant, si je prends une analogie avec la gastronomie, l'analogie culinaire, ça serait comme faire passer son système d'information d'un plat de spaghettis à potentiellement des lasagnes qui sont déjà beaucoup plus structurées pour arriver au final au plat de ravioli où là, en fait, on représente carrément l'architecture orientée mini-service, voire microservice. Donc, ça, c'était pour la partie architecture d'entreprise. En parallèle, on va donc se poser la question maintenant, pourquoi l'agilité? Donc, l'agilité business, c'est vraiment de s'engager à livrer en continu et proactivement des solutions innovantes et surtout plus vite que la concurrence. Donc, première étape, ça va être de valoriser de nouvelles opportunités métiers en livrant rapidement et régulièrement de nouvelles capacités à forte valeur ajoutée. Là, par exemple, si je prends l'exemple dans mon cas d'une expérience dans la grande distribution, en fait, il y avait eu
un étiquetage avec des QR codes de toutes les palettes de marchandises qui arrivaient en réception de plateformes logistiques. On avait également en parallèle équipé donc, tous les réceptionnaires et les préparateurs de tablettes endurcies. Et grâce à l'agilité, en fait, très rapidement, on a pu implémenter ce qui permettait de scanner et de localiser la marchandise en plateforme logistique. Et donc, ce qui a permis de renforcer la traçabilité des produits et de réduire les erreurs de préparation, et d'être un très bel exemple de quick win pour le business. Ensuite, on a donné un avantage, avec l'agilité, on peut donner un avantage compétitif au business. Donc là, on est capable d'adapter très rapidement et en continu aussi les priorités données par le métier. Et on va pouvoir livrer proactivement des solutions business innovantes plus vite que la concurrence. Donc là, également, en exemple, je peux vous citer un cas où on avait implémenté une nomenclature produit qui était générique, qui permettait au départ de gérer les gammes de fruits et légumes et puis la gamme poisson. Et grâce à cette implémentation générique mise en œuvre par l'équipe Scrum, ensuite on a pu intégrer très rapidement de nouvelles gammes de produits, comme la fraîche découpe ou la crèmerie, juste en redéveloppant les spécificités qui étaient propres à chacune de ces gammes. Et donc là, on peut commencer à voir que l'alliance entre l'architecture d'entreprise qui a construit cette nomenclature générique versus l'agilité qui permettait d'implémenter très vite ça, on voit que c'est vraiment un accélérateur de la transformation. En troisième point, je parlerai du métier de l'IT qui, finalement, grâce à l'agilité, on va être beaucoup plus proche côté IT du métier. On va former une seule équipe. On va travailler main dans la main. Donc maintenant, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat, en appliquant les parties prenantes dès le démarrage d'un nouveau périmètre de transformation et de l'impliquer à chaque étape de la transformation, lors de la déclinaison des objectifs stratégiques, lors de l'étude de l'existant sur le terrain, lors des démos en fin de sprint, en phase de recettes utilisateurs, etc., jusqu'à la mise en production. Ça va permettre vraiment d'implémenter des solutions sur mesure et en même temps, on favorise l'adoption d'un point de vue métier. Donc pour l'anecdote, en fait, quand on arrive à mettre ça en place, l'IT devient vraiment victime de son succès et les utilisateurs ont qu'une seule hâte, c'est d'avoir la solution en production. Donc ce qu'il y a à retenir sur ce troisième point, c'est que là on parle de métier impliqué et non plus de métier informé. Donc par un petit schéma, donc c'était juste pour reprendre les principes de l'agilité. On part d'un product backlog, donc qui définit les besoins métiers du plus prioritaire au moins prioritaire, et au fur et à mesure des sprints, en fait, on va venir construire des incréments de produits qui vont être potentiellement livrables. Donc maintenant, on a vu d'un côté pourquoi faire de l'architecture d'entreprise, de l'autre côté pourquoi faire de l'agilité. Là, c'est vraiment l'idée de combiner les deux. Pour d'avoir la transversalité et la vision moyen-long terme fournie par l'architecture d'entreprise, et en même temps, l'engagement de livrer rapidement et régulièrement des solutions business innovantes, plus vite que la concurrence, avec l'architecture, avec l'agilité, pardon. Donc, l'architecture va apporter la vue d'ensemble, la cohérence, les impacts, cette vue modulaire via des domaines fonctionnels, et l'agilité va venir perforer chacun de ces domaines fonctionnels pour apporter des solutions. Donc pourquoi combiner architecture d'entreprise et agilité? C'est déjà de définir, de devenir un accélérateur incontournable de la transformation en tendant vers un système d'information modulaire et flexible. 2, d'apporter en continu et proactivement de la valeur ajoutée, donc tout en maîtrisant les impacts. Et 3, ça va être de renforcer cette communication et de collaboration entre le business et l'IT. Donc maintenant que tout le contexte est planté, je voudrais vous
partager cette démarche donc, qui allie l'architecture d'entreprise et l'agilité. Ça fait partie en fait d'un retour d'expérience. Quand j'ai eu à mettre en place et créer cette démarche, donc on est en 2011 à l'époque, c'est dans le cadre d'une entreprise dans le domaine de la distribution. Aujourd'hui, cette démarche est toujours utilisée, elle a fait ses preuves, elle a démontré son efficacité. Et donc, quand j'ai été embauchée, c'était vraiment avec une double casquette. J'étais à la fois directrice du programme de transformation et en même temps responsable de l'architecture d'entreprise. L'entreprise devait impérativement en fait réécrire au plus vite un vieil ERP maison qui avait été développé en BASIC. Donc quand on parle BASIC, je ne parle pas de Visual Basic, je parle du BASIC, donc avec vraiment une obsolescence technologique. On n'arrivait plus à trouver de ressources sur le marché pour développer dans ce langage-là, ni de support de maintenance. Donc il fallait réécrire très vite ce système obsolète à iso-fonctionnalité en Java. Donc l'entreprise a lancé un programme de transformation pour passer donc d'une application monolithique qui portait donc tout le cœur de métier de l'entreprise à un ensemble d'applications modulaires et en même temps de passer d'une méthode à l'arrache où les specs s'écrivaient entre deux couloirs à une méthode archi-agile. Donc juste pour vous dire, en 2011, l'architecture d'entreprise, c'était déjà émergent depuis quelques années, mais ça restait quand même pas très vulgarisé. En France, faire des projets de transformation en méthode agile, c'était plutôt novateur, mais le fait de combiner les deux, c'était vraiment très, très novateur. Donc, cette démarche, elle est construite en deux phases. Il y a déjà la phase préliminaire, ça va être vraiment une phase indispensable et fondamentale pour réussir la transformation et pour pouvoir également l'industrialiser dans le temps. Donc, à quoi ça correspond? Première étape, ça va être de poser le modèle de valeur de l'entreprise. En gros, tout au long de la transformation, à aucun moment il va falloir aller à l'encontre de ce système de valeur. Donc, dans le cadre de l'entreprise, son système de valeur tournait autour de la qualité, de la fraîcheur et de la variété. À un moment donné, dans la transformation, j'ai eu à challenger la stratégie business, qui était plutôt orientée monoplateforme logistique pour distribuer la marchandise au magasin. J'avais tous les dirigeants autour de la table pour discuter de cette problématique mono-plateforme versus multiplateforme. Et au fur et à mesure des discussions, en fait, les suggestions commençaient à dévier de ces principes de qualité et de fraîcheur. Parce que les magasins étaient trop loin de la plateforme logistique de distribution. Au bout de 5 heures de discussion, en fait, cette discussion a abouti à un passage d'un changement de stratégie, d'une stratégie monoplateforme logistique à une vision multiplateforme pour se rapprocher des magasins et également atteindre de nouvelles régions en France, tout en respectant ces principes de qualité, fraîcheur et variété. Deuxième étape, ça va être de définir les objectifs stratégiques. Donc, c'est de poser les grands drivers de la transformation. Quelle va être la ligne directrice à suivre et où est-ce que l'entreprise veut aller à moyen long terme, dans les 5 à 10 prochaines années. Donc là, c'est important de savoir où est-ce qu'on va. Troisième étape, ça va être de décrire les missions de l'entreprise. En gros, quel est le cœur de métier de l'entreprise, quelle est sa raison d'être, quels sont ses métiers fondamentaux. Et grâce à ça, en fait, lors de la transformation, on va à tout moment pouvoir se positionner où est-ce qu'on est dans l'entreprise. Et c'est une sorte de « vous êtes ici » de la transformation. Donc là, typiquement, vous êtes au niveau de la distribution de marchandises. L'étape suivante étant de perforer en fait cette vue d'ensemble et de préciser les domaines fonctionnels qui composent un macro-processus métier et d'identifier en même temps les forts et faibles couplages. En fait, là, typiquement, on va pouvoir regarder à quel endroit il y a des fortes adhésions et à quel endroit on va pouvoir facilement dissocier une partie fonctionnelle du reste du système d'information. Grâce à ça, on va pouvoir construire en fait notre roadmap de transformation, notre schéma directeur,
justement en se basant sur ce découpage en périmètre fonctionnel, et grâce à ces couplages, faibles ou forts. Donc là, par exemple, on avait démarré avec le module de préparation de la marchandise qui permettait de faire un vrai quick win parce que c'était un module qui était très faiblement couplé au reste et donc on a pu développer séparément du reste ce module préparer la marchandise. A contrario, ensuite on a eu à faire réceptionner, stocker et expédier la marchandise. On a dû faire ces 3 modules ensemble parce que en fait ils étaient fortement couplés, par exemple du fait qu'ils tournent tous autour des mouvements de stock. En parallèle de tout ça, nous avons monté aussi toute l'équipe d'agilité en parallèle, donc avec Product Owner, Scrum Master, UX UI Designer et l'équipe Scrum. On a construit toute l'architecture logicielle. Donc là, en fait, on n'a encore rien développé, mais on a mis en place tous les fondamentaux nécessaires au développement. On a surtout formé à Scrum en prenant un coach qui nous a accompagnés dès le démarrage de la démarche, qui a permis d'avoir le bon mindset, de recruter les bonnes personnes également et de respecter les fondamentaux de l'agilité. Et en dernière étape, en fait, on a également mis en place tout ce qui était processus et outillage pour avoir en fait la machine prête à faire à la fois de l'architecture d'entreprise et de l'agilité. Donc là, on a tout mis à la fin de la phase préliminaire, tout était prêt pour démarrer les itérations de transformation. Avant d'attaquer la phase itérative, je vais d'abord faire une passe sur les écueils à éviter, parce qu'en fait, c'est très important. Un des premiers écueils à éviter, c'est de partir trop vite, sans prendre le temps de faire correctement cette phase préliminaire, de ne pas savoir où est-ce qu'on est, de ne pas savoir où on va, et qui va empêcher finalement cette transformation à l'échelle. Donc, si je reprends le proverbe qui dit « pour bâtir haut, il faut creuser profond », ben là, plus on va vouloir aller vite et loin, et plus il va falloir avoir des fondations solides. En deuxième point d'écueil, c'est le fait de mal former à l'agilité, en fait de faire du pseudo-agile. Et finalement, de se dire, on n'a pas besoin de faire de documentation, on n'a pas besoin de faire de tests. Non, en fait, là, mon conseil, c'est vraiment de prendre un coach agile qui va transmettre les fondamentaux autour de la méthodologie agile, de définir ce qu'on appelle un sprint done, une release done, de bien comprendre à quoi servent les différentes cérémonies et d'imprégner ce mindset autour de l'agilité. Le troisième écueil, ça serait le manque d'ambition et le manque de courage pour aller au bout de la transformation. En fait, même quand on parle d'iso-fonctionnalité, en fait, il ne faut pas réduire la transformation de la réécriture fonctionnelle à un changement de langage, de développement. Il faut vraiment challenger les fonctionnalités existantes, regarder celles qui sont toujours pertinentes, celles qui vont devoir être revisitées et ce qu'il va falloir remplacer. Ensuite, il y a en quatrième écueil, business analyst versus architecte d'entreprise. En fait, un business analyst ne peut pas faire le job d'un architecte d'entreprise. Quand on parle d'architecte d'entreprise, on a cette notion d'entreprise, vraiment vision transverse, vision d'ensemble que n'a pas l'analyse qui est généralement, le business analyst, il est dédié à un domaine fonctionnel. Et en plus, on a cette notion d'architecte où là, on attend de l'expertise. On attend de l'expertise pour designer le futur, les métiers de demain et l'IT de demain. En cinquième écueil, ça serait de reprendre l'équipe existante, celle qui a développé l'ancien système. La problématique, c'est que du coup, on risque d'avoir, c'est un peu une sorte de WYSIWYG. What you see is what you get. Donc, vous allez réobtenir le même système d'information, il y a juste le langage qui va changer. Non, là, il faut vraiment profiter de la transformation pour prendre une équipe qui a le bon mindset, le bon état d'esprit, innovant, créatif
et impliquer les sachants qui viennent de l'existant pour comprendre cet existant, mais pas forcément l'utiliser pour designer la cible. Ensuite, en autre écueil, il y a le fait de ne pas avoir de schéma directeur. En gros, d'y aller à l'aveugle, ne pas avoir de trajectoire de transformation. En fait, il vaut mieux avoir un plan de transformation, quitte à le réajuster au fur et à mesure de la transformation en fonction des priorités business, que de partir à l'aveugle. Ensuite, ce qu'il peut y avoir comme écueil, c'est le manque d'alignement. Donc, manque d'alignement entre les dirigeants et les managers ou entre le business et l'IT. Donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment impliquer les stakeholders régulièrement via des steering committees ou via des démonstrations produits, vraiment pour impliquer tout le monde et que tout le monde soit aligné au fur et à mesure de la transformation. Un autre écueil, ça serait le manque de sponsoring. Donc, un risque potentiellement l'agilité soit arrêtée ou que l'architecture d'entreprise soit arrêtée parce que mal compris. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de vulgariser auprès de la direction les bénéfices et valeurs ajoutées d'une démarche d'architecture d'entreprise et d'agilité. Et le dernier point que j'ai pu relever dans mon expérience, c'était le manque de gouvernance. En fait, le fait qu'il y ait des projets qui soient lancés en transformation en parallèle, mais sans qu'il y ait de coordination entre ces différents projets. Là, il faut vraiment, même si on a des équipes qui travaillent en parallèle, avoir cette coordination en termes d'équipe, en termes de produits et identification des dépendances. Voilà, c'est la fin de la première partie donc sur la phase préliminaire. Une fois que tous les fondamentaux sont posés, toute cette phase préliminaire est mise en place, on peut démarrer la transformation itérative. En quoi consiste l'architecture agile? L'idée, c'est vraiment d'avoir des releases d'architecture d'entreprise en amont des releases Scrum, ou au minima des sprints d'architecture d'entreprise en amont des sprints agiles. L'équipe d'architecture, elle va être ici pour fournir tous les inputs qui vont permettre de construire et alimenter le product backlog pour l'équipe Scrum. Et ainsi, de manière itérative, pendant qu'une équipe Scrum est en train de faire la release étudiée précédemment, l'architecture d'entreprise continue sur un scope fonctionnel, sur le scope fonctionnel suivant, et ainsi de suite. Donc, si on deep dive sur cette release d'architecture d'entreprise, c'est vraiment de partir au départ d'un périmètre fonctionnel. Par exemple, je peux avoir à prendre réceptionner la marchandise. On va regarder les objectifs stratégiques qui avaient été définis en phase préliminaire. On va venir les décliner sur ce périmètre. Donc, pour la réception de marchandises, ça serait par exemple optimiser la réception de la marchandise ou alors fluidifier les interactions entre les différents services de réception, préparation, achat, etc. Une fois qu'on a décliné ces objectifs, on va pouvoir identifier les rôles et données clés qui sont concernés sur ce périmètre. Dans le cadre de la réception, ça serait par exemple, on identifie que ça va impacter le chef de quai, les réceptionnaires, les acheteurs. Et en parallèle, en termes de données, qu'il va falloir décrire ce qu'on appelle une réception de marchandises ou un refus de marchandises. Et ensuite, on va pouvoir comprendre l'existant en allant voir justement ces différents rôles métiers, chef de quai, réceptionnaire, acheteur, pour pouvoir comprendre quelles sont les best practices qui sont actuellement en place et qu'il va falloir reporter dans la solution cible, et les leviers d'amélioration auxquels il va falloir apporter des solutions. Donc là, en fait, si je fais juste un clin d'œil à TOGAF, qui est un framework d'architecture d'entreprise, et Saru ADM, en fait, on est vraiment sur les phases préliminaires, phase A de vision et les requirements. Ensuite, si on continue, une fois qu'on a bien compris l'existence, l'objectif va être de définir la cible. En définissant les process cibles et nouveaux rôles métiers à mettre en place, en déclinant et
designant les modèles métiers cibles. Et ensuite, il y a une partie, donc partie design applicative et technologie cible qui sera plutôt laissée à l'équipe Scrum. Donc, à partir de cette analyse-là, on voit qu'on est dans les phases B, C et D de TOGAF. À partir de là, il va falloir faire approuver cette cible avec le business et toutes les directions impliquées dans ce scope. Et voilà, on obtient donc à la fin une cible approuvée. Ensuite, on aura donc creusé ou perforé un process métier avec le business pour comprendre quelles sont les activités qui composent ce process métier. Derrière, identifier quels sont les rôles, quelles tâches elles vont faire et de quelles fonctionnalités elles ont besoin. Et à partir de ça, en fait, finalement, le process organisationnel qui aura été désigné en termes de rôles et tâches à accomplir va nous permettre d'initialiser les user stories en utilisant justement ces rôles, ces tâches et ces process organisationnels. On va donc translater des process organisationnels avec rôle et tâches en tant que rôle métier, je veux pouvoir réaliser telle tâche ou telle fonctionnalité afin de répondre à tel process métier. Si je donne un exemple, ça pourrait être en tant que chef de quai, je veux pouvoir connaître les quais occupés sur ma plateforme logistique afin d'optimiser la réception de ma marchandise. En même temps, en fait, on a travaillé sur la cible en termes de données métiers, donc à définir qu'est-ce qu'on appelle une réception à l'eau de marchandises, etc. avec le business. On va pouvoir utiliser toute cette modélisation pour venir enrichir les user stories avec des acceptances critérias. Là, le product owner, en fait, va utiliser cette modélisation métier pour dire derrière un lot de marchandises, je vais pouvoir connaître son statut, sur quel produit ça porte, quel fournisseur doit me le livrer, dans quel conditionnement c'est, etc. Et toute cette information-là, on va également la travailler avec le UX UI designer pour pouvoir en fait faire des écrans qui représentent vraiment la structure de la donnée en termes de propriété à afficher à tel endroit ou dans tel onglet, etc. Donc on va pouvoir organiser l'information de manière pertinente pour le business. Et donc j'arrive à la fin de ma présentation sur une vue d'ensemble qui fait la synthèse donc, de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une phase préliminaire qui permet de poser tout le socle de transformation et qui va nous permettre aussi d'industrialiser toute la démarche. Ensuite, la démarche, en fait, l'idée, c'est vraiment de combiner l'architecture d'entreprise qui va amener cette vision transverse et ce découpage modulaire fonctionnel, cohérent, avec l'agilité qui va nous permettre de livrer rapidement et régulièrement de nouvelles capacités pour le business et des nouvelles solutions. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la mise en place de ces releases d'architecture d'entreprise en amont des releases d'agilité pour fournir toutes les informations autour des process métiers et organisationnels, ainsi que des modèles de données métiers qui vont permettre en fait d'initialiser donc ce product backlog en partenariat avec l'équipe agile. Et maintenant, si on va encore plus loin et qu'on combine donc cette architecture d'entreprise avec de l'agilité et du DevOps, alors non seulement en fait on a la réalisation d'incréments de produits potentiellement livrables par l'agilité, mais maintenant on est même capable de pousser en production via le DevOps en continu ces produits livrables. J'en ai terminé. En fait, on se reverra probablement en septembre lors de la conférence en présentiel Marcus Evans à Paris. Je reprendrai très rapidement cette démarche et je l'illustrerai avec des cas concrets de mise en œuvre issus de ma propre expérience. Merci de votre attention, merci à tous.